Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler les circonstances, en fait, dans lesquelles, on s'est rencontrés et qu'est-ce qui, à l'époque, vous a enfin, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, de façon synthétique? Très bien. Bonjour Anne-Sophie, ravi de partager ce feedback, avec toi. Le contexte de l'accompagnement, que tu as fait avec nous, en fait, a coïncidé avec un moment charnière, chez Cerac, qui était la volonté de se doter d'une stratégie RSE, ayant évidemment, conscience de l'impact de Cerac sur son écosystème et puis de ce qui peut permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise à l'avenir. Donc tu es arrivé à ce moment-là, qui est aussi un moment où il fallait initier un travail sur la CSRD. Donc on a considéré, avec la connaissance que l'on avait sur les deux sujets, que le travail sur la CSRD pouvait justement servir plus largement à la construction d'une stratégie RSE. La problématique qui était la nôtre était le fait que euh, euh, la prise en compte des sujets RSE jusqu'alors chez Cerac était, entre guillemets, relativement modeste, hein. Parce que culturellement et historiquement, pour dire les choses, Cerac avait initié dans le passé une réflexion justement pour aboutir à une stratégie RSE, mais qui n'avait pas été portée jusqu'au bout pour les questions d'organisation et puis plus simplement d'alignement culturel. Euh, voilà, et on a considéré qu'au contenu effectivement de notre culture, de notre histoire et des travaux qui avaient été initiés sur la RSE au sens large, il nous fallait être accompagnés, justement, pour mettre en place et travailler une méthodologie qui soit conforme d'un côté à la réglementation CSRD et qui puisse justement nous permettre d'adapter le travail de réflexion stratégique au parcours de Cerac jusque-là. Mmh. Et est-ce que vous anticipiez des difficultés avant de commencer sur ce sujet? Bah, les difficultés, elles étaient déjà liées à ce qu'on pouvait percevoir du travail sur la CSRD, hein, donc Mmh. en raison de plusieurs seuils que Cerac dépassait, on était effectivement soumis à ce travail-là, avec une réglementation qui pouvait paraître relativement lourde, hein. Ouais, c'est Donc vrai. c'était c'était un enjeu par rapport à l'organisation et la taille de Cerac, puisqu'aujourd'hui Cerac est présent dans le monde entier et une ETI, aujourd'hui de plus de 800 personnes, mais finalement une organisation relativement courte et relativement réduite. Cerac est plus une somme de PME à travers ses filiales avec une structure groupe, mais qui reste relativement légère. Mmh. Donc tout ce travail réglementaire pouvait paraître assez conséquent et il l'a été, hein. Et l'enjeu, c'était de respecter les fondamentaux réglementaires, tout en adaptant ce travail-là autant que possible justement à ce qu'était la structure et l'organisation de Cerac. Ça, c'était la principale difficulté. La seconde, par rapport au passé et à l'historique de Cerac sur la RSE, le second enjeu était évidemment de mobiliser l'ensemble des salariés, mais encore plus de mobiliser la direction de Cerac avec un enjeu gouvernance assez fort, parce que Cerac est une entreprise internationale et qu'aujourd'hui, de par sa structure capitalistique et puis la composition de son comité exécutif et de son conseil d'administration, on a effectivement à bord des gens qui ont des cultures et des origines différentes, ce qui peut aussi, par rapport à ce qui est parfois une vision assez eurocentrée, être aussi un challenge pour s'assurer que le sujet et les enjeux de la RSE soient compris par tous. Parce qu'évidemment, sans engagement de la direction, impossibilité d'avancer avec une stratégie claire et puis évidemment d'embarquer l'ensemble des salariés. Et oui, puisque vous, vous avez dans votre direction des personnes qui représentent vos différentes filiales, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie notamment, qui sont, peut-être, moins effectivement, sur la CSRD, Bah, entre une autres. sensibilité différente et Mmh. entre le moment où on a commencé à travailler ensemble, ce qui doit être à peu près 3 ans, je crois, ou en Mmh. tout cas au moins 2 ans, bah, on a eu aussi des bouleversements géopolitiques qui ont pu à un moment faire que certaines personnes dans d'autres pays se sont interrogées sur la pertinence de poursuivre ce Mmh. travail-là. Voilà. Et je parle d'élections américaines, notamment aux États-Unis, et puis de bouleversements dans le monde, mais y compris aussi de ce qu'on peut considérer comme une certaine forme de rétropédalage par l'Union européenne, Et oui. notamment sur la CSRD, puisque le travail qui a été initié par CERAC s'est poursuivi à un moment où, finalement, au moins de façon temporaire, CERAC est sorti des radars et n'était plus forcément complètement soumis à la CSRD, ce qui a amené un certain nombre de questions.
Et pourtant, vous avez décidé de continuer. On Mmh. a décidé de continuer et on a décidé, d'utiliser le travail qui a été fait sur la CSRD, notamment l'analyse de double matérialité, pour, définir quels étaient nos enjeux et nos risques et nos opportunités. Et puis, basé sur nos engagements, qui est le préalable justement Mmh. à un plan d'action, sur le travail qui a été initié, à travers la CSRD. Donc la CSRD, malgré une certaine lourdeur et complexité, a permis justement, de dégager les fondements de la stratégie RSE. Mmh. Et est-ce qu'il y a des, moments qui vous ont surpris ou un peu bousculé dans la mission qu'on a faite ensemble? Alors bousculé et surpris, pas vraiment. L'enjeu qui a été constant, ça a été déjà la complexité, de ce travail-là, encore une fois sur la CSRD, et de l'adapter à ce que l'entreprise et l'organisation étaient capables d'absorber et de faire, et en faisant en sorte, bien que c'était du réglementaire, à toujours trouver un sens à ce qui était fait. Puisque ce travail-là, qui peut être assez lourd, à mobiliser des ressources, et notamment des pilotes, hein, par rapport à notre feuille de route, qui sont évidemment acteurs du business au quotidien, et ça s'est fait dans un contexte de croissance pour l'entreprise. Donc, piloter ce travail sur la RSE, la SSRD dans un contexte de croissance business a été certainement le plus complexe. Mmh. Même si le travail justement, on va dire le travail ESG s'intègre complètement dans le pilotage de l'entreprise et peut être aussi justement quelque chose qui amène de la structure à une activité dans un contexte de croissance, hein. Mmh. Après, je réfléchis, il y a eu 2 moments dans la mission. Il y a eu un 1er moment de diagnostic RSE qui s'est fait avant l'analyse de double matérialité et chez vous, c'était assez particulier parce que ce diagnostic, il a été très complet. Ça a été une mission à part entière, on a interrogé, je crois, une quarantaine de parties prenantes et en interne et en externe et vraiment fait une analyse. Qu'est-ce que ça vous a, apporté, ce 1er diagnostic? Alors il a été intéressant comme je fais le parallèle à un projet qu'on a mené peu de temps avant, autour de la raison d'être de CERAC, où on avait, ouais, bon, effectué un diagnostic relativement similaire, avec un périmètre un petit peu différent, mais en tout cas une approche relativement similaire avec, des consultations, internes et externes. Et dans les 2 cas, et c'était, vrai sur le travail que tu as mené, hem, ça a été autant, une confirmation de certaines choses que parfois une découverte et puis, globalement un travail très positif. Hem, à travers l'image que, les uns et les autres, en interne et externe, pouvaient avoir de CERAC. On n'a pas été relativement, surpris, hein. Je faisais référence tout à l'heure, à Mmh. la maturité relativement faible de CERAC sur les sujets RSE, ça a été une confirmation. Mais, dans le même temps, l'importance de ce sujet a été également une confirmation. En tout cas une bonne surprise. C'est qu'on n'a pas senti, enfin d'écart entre notre ambition et ce que les uns et les autres pouvaient souhaiter en interne, externe. C'est-à-dire que CERAC était attendu justement sur ces sujets-là, avec une volonté de progresser. Et ça a été un point positif, justement, parce que ça a donné du sens au travail qui allait être initié. Hein, donc, que nos partenaires, nos clients nous attendent sur ces sujets-là, bon, c'était attendu, hein. Enfin, il y a eu peu de surprises. Et en interne, on a senti sur des sujets particuliers, notamment des sujets peut-être relatifs aux enjeux sociaux, hein, sociétaux, il y avait une attente relativement forte des équipes qui s'exprimaient en France, en Europe, donc on pouvait considérer comme assez logique, mais également dans d'autres pays. Donc par rapport à ce que on pouvait évoquer de questionnements dans des zones du monde qui n'ont pas forcément le même rapport aux enjeux ESG, Mmh. il y a quand même un accueil assez positif sur ce qui pouvait être initié. Ouais et c'est vrai que, dans le même temps, vous étiez en pleine transformation. Donc déjà, vous aviez recruté un responsable RSE qui venait d'arriver quand on a commencé la mission ensemble. De mémoire, il y avait aussi un responsable RH, qui était groupe, qui était en train de prendre ses fonctions et lui-même de mener ses travaux.
Donc, c'est vrai que ce diagnostic, j'ai l'impression qu'il a permis de nourrir en fait différents canaux dans l'entreprise, en termes de RH et puis en termes de RSE, notamment. Mmh. C'est en effet pas un travail isolé, puisqu'on a eu une connexion assez rapide, avec, enfin, si tu prends un exemple, de l'arrivée du DRH Group, assez rapidement, on a eu une interconnexion entre, le diagnostic dans un premier temps et les enjeux tels qu'ils ont été travaillés à travers la CSRD et la RSE. Le travail initié côté RH et le travail initié côté RSE, je veux dire, se sont nourris mutuellement, donc ce qui a été assez positif. Mmh. OK. Et donc du coup, après ce diagnostic, RSE, on avait enchaîné sur, l'analyse de double matérialité. Donc tu en parlais à l'instant, un peu technique, un peu complexe, avec l'enjeu d'embarquer, différentes cultures au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qui a concrètement changé, avec cette analyse de double matérialité? Euh, ce qui a changé, alors, plus de changements, enfin, c'est pas les sujets en eux-mêmes en fait qui ont changé. Je veux dire, enfin, le temps d'analyse a permis quand même de mettre en évidence effectivement les enjeux liés à la double matérialité. Ça a permis, on va dire, de les structurer. Ça, c'était un point très important, justement. Mmh. Et puis, de les confronter finalement à une réalité du business qui est très opérationnelle. De faire comprendre quel peut être le lien, la connexion entre ce travail qui avait été fait et la réalité de notre activité. Parce que c'est parfois l'écart qu'on peut avoir ou la prise de distance qu'on peut avoir avec ce travail qui peut paraître très réglementaire, qui peut paraître très méthodologique. Dans une entreprise comme Serac, qui encore une fois, qui reste une ETI, une entreprise familiale, quand on amène du pragmatisme et des choses un peu plus terre à terre, on se connecte un peu plus facilement aux uns et aux autres et on donne du sens finalement à ce travail qui a pu être initié. Donc, on a mis en évidence des choses qui n'étaient pas forcément des choses nouvelles pour les uns et les autres. Ça a davantage servi pardon, à les rendre de façon, enfin de les rendre un peu plus concrets. Et on a vu assez rapidement euh, que tout ce qui peut être de-risking, pardon pour le terme anglais, finalement, on se connecte à des enjeux forts pour Serac, notamment en termes de sourcing, d'impact des contextes géopolitiques, et des choses qu'on avait vécues, notamment post-Covid, et que l'on vit encore aujourd'hui avec des changements géopolitiques qui nous impactent directement. T'as peut-être un exemple concret pour illustrer ton propos, que tu peux partager? Oui, oui, évidemment, il y en a plusieurs. Enfin, le redémarrage post-Covid, on a été confronté à des pénuries de composants électroniques parce qu'effectivement, le business a redémarré très fort. Donc, il y a eu vraiment un écart entre les capacités de production en Asie et ce qui était demandé à travers le monde. L'élection de Donald Trump a amené la mise en place de tarifs, voilà, de douane à l'entrée Oui. du marché américain. Donc nous, aujourd'hui, on produit aux États-Unis, donc on se dérisque par rapport à ça, par rapport à des concurrents européens, mais on a encore une partie de nos pièces et de sous-ensembles qui arrivent de l'Europe. Donc il a fallu s'adapter. Et aujourd'hui, dans l'approche que l'on peut avoir en termes de sourcing, de chaîne d'approvisionnement, qui est très européenne. Alors c'est une force d'un certain côté, mais aujourd'hui c'est également un impact et un risque concernant notre maîtrise des coûts. Le fait de vouloir développer notre chaîne d'approvisionnement en Asie, c'est-à-dire pour notre filiale en Asie et potentiellement ailleurs dans le monde, amène un certain nombre de contraintes. Et plus récemment, avec le blocage du détroit d'Ormuz, ça peut remettre en cause effectivement certaines stratégies d'achat. Et ça a aussi un impact indirectement sur l'activité de nos clients avec une forte croissance des coûts et une inflation de la matière plastique qui peut aussi euh, amener à court terme, qui peut avoir des impacts, y compris sur les décisions CAPEX de nos clients, des investissements qui peuvent être repoussés. Donc on est complètement pris dans un contexte international avec une accélération des contraintes et des bouleversements de modèles qui peuvent aujourd'hui se faire en quelques mois. Mmh. Bon, ça, j'imagine, vous étiez déjà au courant, hein, de tout ça. C'est pas la double matérialité qui vous a aidé, mais
Mais j'ai l'impression que la double matérialité, l'analyse en tout cas, ce qui est une analyse stratégique, ça apporte une forme de transversalité et de vision globale. Et je sais que vous étiez, aussi en train de préparer, enfin de créer une stratégie, à 3 ans, à l'époque. Est-ce que, Oui. de quelle manière est-ce que ça a pu, interagir, à ce niveau-là? Alors la stratégie, elle a été préalable à ce travail-là. OK. Donc j'ai envie de dire qu'on avait une trajectoire, Ouais. Mmh. et que coûte que coûte, on a tenu la trajectoire et d'ailleurs on a, enfin délivré ce qui était attendu en termes d'ambition, de croissance de chiffre d'affaires. Donc par rapport à ce travail qui a été fait, j'ai envie de dire que l'impact a été, alors il a pas été, Il y a pas eu de négligeable, lien. il a été Mmh. relativement limité. En revanche, aujourd'hui, on est en train de renouveler cette analyse stratégique qu'on veut porter sur un scope, sur un horizon de temps un peu plus long, c'est-à-dire sur 5 ans, et d'avoir une construction stratégique qui va au-delà de ce qui avait quand même surtout mobilisé les ressources dans le cadre du premier travail stratégique, en tout cas du précédent, qui était très orienté marché et produit. Aujourd'hui, on entend avoir une approche un peu plus large, y compris s'interroger concernant notre organisation, concernant nos choix industriels. Et je veux dire, et c'est à ce moment-là que la connexion qui a été faite justement dans ce travail-là sur la CSRD, puis plus largement sur la réflexion stratégique RSE, on doit avoir une connexion un peu plus importante, notamment sur l'identification et la gestion des risques, hein, et sur la gouvernance. OK. Globalement, est-ce que, qu'est-ce que tu dirais toi à d'autres directions RSE ou d'autres dirigeants qui hésiteraient un peu à se lancer sur le sujet de l'analyse de double matérialité, par exemple, ou une réflexion stratégique RSE? Alors sur la compréhension des besoins d'une approche RSE et des enjeux derrière les piliers ESG, bon, je veux dire, c'est pas là où finalement je porterai l'effort ou la discussion, parce que je pense que les uns et les autres sont capables de comprendre quels sont les enjeux, y compris encore une fois, dans un contexte international qui est mouvant, où pour les questions de compétitivité, on peut justement s'interroger sur la pertinence de mener ce travail-là. Je parlais de rétropédalage tout à l'heure, enfin, Mmh. genre post-élection Trump, il y a quand même eu un mouvement, une interrogation dans les entreprises en Europe et notamment en France sur effectivement, est-ce qu'il fallait maintenir les mêmes trajectoires, les mêmes ambitions, et est-ce qu'il pouvait y avoir confrontation entre justement approche stratégique et RSE et enjeux de compétitivité. Là où finalement moi je porterai la discussion parce que ce qui me paraît intéressant par rapport à l'expérience CERAC, c'est plus la capacité encore une fois à adapter ce travail-là à chaque contexte d'entreprise. Aujourd'hui, en tout cas depuis de nombreuses années, bon, on voit des multinationales qui sont très actives sur ces sujets-là, qui ont des ressources qui sont importantes, hein, des services dédiés. Et c'est le cas chez nos clients qui publient des rapports annuels très fournis. Mais il est tout à fait possible justement d'adapter ce travail stratégique RSE au contexte de l'entreprise, c'est-à-dire sa taille et sa trajectoire. Et que l'on ait une ressource RSE à temps plein ou que l'on trouve une autre façon d'avancer, encore une fois, on peut adapter les moyens par rapport aux capacités de l'entreprise. Ce qui est important, c'est de trouver le bon équilibre, justement, entre cette dimension très opérationnelle, très business, et l'approche RSE, qui est aussi une réponse justement à la gouvernance dans l'entreprise et à son pilotage. Donc les deux ne sont pas incompatibles et il n'y a pas aujourd'hui un modèle. Et que chaque entreprise, justement, peut trouver sa place. L'enjeu, il va être encore une fois de trouver un équilibre et trouver du sens pour avoir quelque chose qui n'est pas trop lourd et qui s'adapte encore une fois aux enjeux d'entreprise dans laquelle on est. Mmh. Donc là, ouais, donc ce que tu dirais à ces 6 équipes, ce serait de la souplesse en fait de l'approche, possible, c'est ça? Et la Exactement. Oui, pour pas qu'il y ait une barrière, pour pas qu'il y ait une barrière, et justement un effet peut-être repoussoir en mmh, considérant que c'est un travail qui est trop compliqué. Et la CSRD a été un bon exemple parce qu'elle a pu être perçue dans un premier temps comme quelque chose de très lourd, de très réglementaire. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est d'ailleurs, est-ce que finalement, on aurait pu adopté une voie qui était peut-être une voie vers encore un peu plus de simplicité? Enfin, je n'ai pas la réponse, mais c'est la question qu'il faut se poser à chaque fois. C'est de se dire,
Ce que je vais faire là, est-ce que ça a du sens par rapport justement aux enjeux de l'entreprise et de quelle façon je dois prendre, chaque initiative? Donc ça me paraît d'être plutôt sain dans le pilotage justement et ce qui peut être intéressant par rapport à ce travail-là, c'est de pas hésiter à, s'ouvrir à des, avis, alors soit des accompagnements, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, soit des avis ou des conseils externes, d'avoir un partage d'expérience avec des sociétés qui ont soit le même Mmh. parcours, la même taille, soit qui ont un parcours un peu différent, qui peuvent parfois avoir une ambition, portée un peu plus loin en matière de RSE. Ça peut être par exemple, discuter avec des entreprises qui, sont des sociétés à mission par exemple, mais de ne pas hésiter justement à ouvrir les portes de son entreprise, de partager son expérience et de se nourrir de l'expérience, d'autres personnes, que ça soit des consultants ou, des chefs d'entreprise, qui ont, peut-être mené la même approche ou, construit une stratégie RSE avec un peu plus d'historique et de recul. Mmh. Et alors pour finir, si tu devais résumer en un mot ce que ce travail, ça vous a apporté, ce serait quoi? En un mot, En compliqué, un en une mot? phrase peut-être. Hem, Bah, le travail qui a été fait, il a été, fondamental justement pour initier la réflexion, stratégique RSE. Et qu'entre le moment où on a initié le travail, et là où on en est aujourd'hui avec encore beaucoup de challenges devant nous, je veux dire qu'on a construit les bases d'une gouvernance, qui donne justement nous permettre de porter à long terme cette stratégie RSE, et qu'il faut accepter peut-être parfois de commencer modestement, et d'avoir une ambition, qui va se construire, justement sur des fondations un peu plus saines. Voilà, donc il faut avancer à son rythme. Donc c'est pas un mot, mais c'est quelques mots. Voilà. L'important, c'est d'être Merci. en mouvement et d'avancer. Non, mais c'est parfait. Merci beaucoup Cédric et Merci Anne-Sophie. merci d'avoir accepté de témoigner et à bientôt. Merci, à bientôt.